Comme on l'a vu dans le premier épisode, la classification des locomotives se faisait par la position et le numéro de leurs essieux, moteurs ou de leurs bogies. À cela, il fallait ajouter des lettres pour les séries de machines différentes et chaque machine était numérotée. Ajouté à ça, certaines portaient un nom, voire même un petit nom affectueux, donné par le mécanicien lui-même. En dehors du numéro qu'il a désigné, elle portait le nom d'une gare, celui de Lison, une station du Cotentin. Mais Jacques, par tendresse, en avait fait un nom de femme. La Lison, comme il disait avec une douceur caressante. Il l'aimait d'amour, sa machine, depuis 4 ans qu'il la conduisait. Il en avait mené d'autres, des dociles et des rétives, des courageuses et des fainéantes. Il n'ignorait point que chacune avait son caractère, que beaucoup ne valaient pas grand-chose, comme on dit des femmes de chair et d'os. De sorte que s'il l'aimait, celle-là, c'était en vérité qu'elle avait des qualités rares de brave femme. À l'intérieur du foyer, on allume le feu progressivement. C'est-à-dire que pour commencer, on va allumer le feu à l'aide de fagots et laisser lentement le métal se dilater pour éviter toute déformation. À partir de ce moment-là, un premier appareil de mesure voit le jour. Il s'agit d'un manomètre. Sur une locomotive à vapeur, il y a plusieurs manomètres, comme sur toutes les locomotives d'ailleurs. Et sur la locomotive à vapeur, il y a un manomètre bien particulier. C'est le manomètre de pression régnant dans la chaudière. Le manomètre est gradué en hectopièces ou en barres, avec une flèche rouge qui indique la limite maximum à ne pas dépasser. La flèche rouge indique donc ce que l'on appelle le timbre de la chaudière. C'est sa valeur maximale qu'elle ne doit pas dépasser. Cette valeur sera souvent de 16 bars, mais certaines machines sont étalonnées entre 12 et 14 bars. Si jamais la pression devait monter au-delà dans la chaudière, il y a 2 soupapes servant à éliminer l'excès de pression. La machine de l'express perdait par une soupape un grand jet de vapeur qui montait dans tout ce noir. Les soupapes sont placées sur le corps cylindrique de la chaudière devant l'abri. Il y en a 2 pour pallier à la défaillance de l'une d'entre elles. Notre locomotive atteint maintenant ce que l'on appelle la pression de service. Elle n'est pas tout à fait au timbre, mais suffisamment pour faire avancer la machine. Comme on l'a dit dans le premier épisode, c'est tout en haut du dôme de vapeur que l'on va venir puiser cette vapeur, puisque c'est à cet endroit qu'elle sera la plus sèche. En effet, la vapeur est transparente. Quand on la voit blanche, c'est qu'elle contient des microscopiques gouttelettes d'eau qui vont être nuisibles au bon fonctionnement. Il faut donc que la vapeur soit la plus sèche possible. Ensuite, à partir de là, on va l'acheminer grâce à un gros tuyau qui va se séparer en 2 jusqu'au cylindre moteur. Pour modérer la pression de la vapeur admise en direction des cylindres, on va utiliser une sorte de robinet que l'on va appeler régulateur. C'est ce robinet qui est commandé depuis la cabine de conduite par un grand levier cranté placé au centre de la machine.
Ce grand levier va traverser la chaudière par l'intermédiaire d'un arbre de commande pour aller manœuvrer le régulateur. Il existe plusieurs types de régulateurs. Nous avons le régulateur à tiroir, le régulateur à soupape multiple, le régulateur à soupape équilibrée, etc. J'ai choisi de représenter le régulateur par le régulateur à tiroir, qui est peut-être le plus ancien des procédés et qui est à mon sens le plus explicite pour comprendre. Le problème du régulateur, c'est que la vapeur exerce une pression très importante sur le tiroir qui est placé devant l'orifice du tube qui amène la vapeur au cylindre de la machine. Pour un tube de diamètre de 15 cm avec une pression à la chaudière à 16 bars, ça fait 1626 kg de poussée. Autant dire qu'il serait impossible de manœuvrer ce tiroir qui se retrouve appuyé contre le tuyau d'admission. Pour remédier à ce défaut, voici les mots de Bernard Couret. On met sur le tiroir principal un deuxième tiroir qui subit un effort plus faible, car il dégage une section de passage plus petite. Sa manœuvre est facile, et, en permettant à la vapeur de passer dans le tuyau d'admission, on équilibre les efforts, donc la dureté de la commande. Lors de l'ouverture, le petit tiroir s'ouvre en premier jusqu'à ce que la commande vienne en butée dans le trou ovalisé. Ensuite, on commence à déplacer le grand tiroir pour obtenir la pleine ouverture. La vapeur ainsi produite est amenée par des tuyaux d'admission du régulateur jusqu'au moteur de la locomotive.
Le moteur de la locomotive est constitué d'un bloc moteur qui contient deux éléments indissociables qui sont le tiroir de distribution qu'on appelle aussi boîte à vapeur et le cylindre à vapeur. Ce dernier contient le piston qui va transformer la poussée de la vapeur en un mouvement longitudinal qui ensuite sera transformé en un mouvement circulaire. Il existe plusieurs types de distribution sur les locomotives à vapeur, mais le principe reste identique. La distribution sert à introduire ou à laisser s'échapper la vapeur produite par la chaudière dans le cylindre en fonction des mouvements du piston. Sur les locomotives à vapeur, le piston est toujours à double effet, c'est-à-dire que les deux faces du piston vont travailler, le cylindre étant séparé en deux chambres distinctes. À chaque extrémité du cylindre se trouve un canal de vapeur permettant tant l'admission de vapeur que l'échappement de vapeur. Dans la partie supérieure du moteur, on retrouve le tiroir de distribution. Il est directement animé par des bielles fixées sur les essieux. À l'intérieur du cylindre de tiroir de distribution, on retrouve plusieurs ouvertures. Au centre, on a la grosse ouverture qui est l'admission de vapeur. C'est par là qu'arrive la vapeur de la chaudière. À ses extrémités, on retrouve les canaux d'échappement de vapeur. C'est par là que va s'échapper la vapeur usagée. Et juste avant ces extrémités, on retrouve les canaux qui font la liaison entre le cylindre de distribution et le cylindre moteur. Quand le tiroir de distribution se trouve en position médiane, tous les canaux de vapeur sont fermés. L'admission de vapeur commence juste quand le tiroir de distribution dégage l'arête de la lumière du canal de vapeur. La détente de vapeur et donc le mouvement du piston commence dès que le tiroir coupe la lumière du canal de vapeur lors de son retour. L'échappement, quant à lui, débute à l'opposé de l'admission dès que le tiroir commence à dégager le canal de vapeur. Si l'on observe bien le mouvement, on se rendra compte que le canal d'échappement se bouche juste avant que le piston n'atteigne le point mort haut, droite ou gauche, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin de sa course, de telle sorte que la vapeur résiduelle va être comprimée à l'intérieur du cylindre. Cette compression joue un rôle important dans le fonctionnement du moteur. Voilà une animation pour mieux comprendre le fonctionnement du moteur à vapeur sur une locomotive. Des particules ont remplacé la vapeur et des champs de force permettent de comprendre le déplacement de cette dernière. L'admission commence juste avant que le piston n'ait atteint le point le plus à gauche ou le plus à droite du cylindre. La détente commence dès l'interruption d'alimentation de vapeur. La quantité de vapeur enfermée dans le cylindre s'efforce de se détendre et déplace ainsi le piston plus loin en direction du point droite ou gauche. L'échappement commence juste avant que la lumière d'admission soit dégagée. On appelle cela le point d'échappement anticipé. Ainsi, quand le piston atteint le côté droit ou le côté gauche, la lumière d'échappement est complètement libérée. En voyant ce schéma, on pourrait penser que la machine peut rester calée. C'est-à-dire que si la distribution et le piston sont parfaitement alignés, rien ne va bouger quand la vapeur sous pression va arriver.
Sauf que pour ce faire, sur des machines comportant 2 cylindres, on va caler les manivelles à 90 degrés. C'est-à-dire que quand un piston va se trouver en position médiane, l'autre va se trouver en position point mort droite ou gauche. Dans ce système de calage à 90 degrés, il existe également des machines à 4 cylindres. Ces machines sont appelées compound. Mais à ce terme anglais, je préfère le terme machine à double expansion. En effet, une machine à 2 cylindres, on va l'appeler une machine à simple expansion, alors qu'une machine à 4 cylindres, elle va être à double expansion, c'est-à-dire que la vapeur d'échappement des cylindres extérieurs, qui sont des cylindres haute pression, est réutilisée pour passer de nouveau dans des cylindres plus petits, appelés les cylindres basse pression. Cette méthode permet ainsi d'économiser de la vapeur et d'augmenter le rendement. Il est à noter que ces machines à double expansion, donc équipées de 4 cylindres, sont également équipées de 2 régulateurs, d'où la double commande de régulateur que l'on peut voir en cabine de conduite. Et enfin, nous avons des machines à 3 cylindres. Ces machines à 3 cylindres sont calées à 120 degrés, toujours pour éviter le phénomène de calage, de blocage. Ainsi, la vapeur, quelle que soit la position de l'un ou l'autre des cylindres, va permettre la mise en route des moteurs. Les tuyaux d'échappement amènent la vapeur des cylindres jusqu'à la boîte à fumer. Ces tuyaux se réunissent dans un collecteur qui se trouve parfaitement au centre de la cheminée, de manière à apporter un tirage efficace au feu. On peut ainsi imaginer que les tuyaux d'échappement vont créer une dépression à l'intérieur de la boîte à fumer, ce qui va aspirer l'air du foyer jusqu'à la boîte à fumer.